Le syndrome de Gilles de la Tourette correspond à un trouble neurologique qui s'exprime par une désorganisation comportementale de l'individu. Ceux qui en sont atteints vivent avec diverses difficultés, dont principalement des tics vocaux et moteurs. Ce syndrome apparaît durant l'enfance et dure parfois toute une vie. Au Québec, on estime qu'environ un enfant sur 200 est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. D'ailleurs, les garçons en sont davantage atteints que les filles. Un tic correspond à un acte involontaire qui apparaît soudainement et de façon répétée, que ce soit un mouvement ou un son. Les premiers tics sont souvent d'ordre moteur et apparaissent aux alentours de l'âge de 6 ans. Toutefois, il est aussi possible qu'ils se manifestent aussitôt qu'à l'âge de 6 mois. Ces tics surviennent la plupart du temps lorsque l'enfant subit un événement stressant ou confrontant. Les tics d'ordre sonore, quant à eux, se manifestent un peu plus tard, soit vers l'âge de 11 ans. Les tics moteurs sont des mouvements involontaires, répétitifs, soudains et intermittents. On en compte 5 catégories, soit les tics moteurs simples, les complexes, les organisés, les écopraxies et les copropraxies. Les tics moteurs simples incluent entre autres les clignements d'yeux, les grimaces faciales et les hochements de tête. Ceux-ci impliquent un seul ensemble de muscles. Les tics moteurs complexes incluent des gestes tels que sautiller, cracher et donner des coups de pied. Ceux-ci impliquent plusieurs groupes de muscles. Les tics moteurs organisés sont soit des séquences de gestes ou des rituels. On parle d'écopraxie lorsque la personne imite les mouvements de quelqu'un d'autre. Finalement, les copropraxies consistent en des gestes obscènes ou des touchés à caractère sexuel. Les tics sonores, quant à eux, consistent en un ou plusieurs sons. Ils sont divisés en 6 catégories, soit les tics sonores simples, les complexes, les organisés, les écolalies, les coprolalies et les palilalies. Les tics sonores simples se traduisent par un son qui est émis le plus souvent par la bouche ou le nez, comme des reniflements, des grognements ou des claquements de langue. Pour leur part, les tics sonores complexes sont ceux qui comportent plusieurs sons qui se suivent, par exemple les jappements ou les émissions sonores explosives. Les tics sonores organisés se manifestent par des phrases complètes. Les écolalies, quant à eux, sont des répétitions de paroles ou de syllabes prononcées par quelqu'un d'autre. La coprolalie est l'utilisation d'un langage grossier ou obscène. Finalement, la palilalie, c'est lorsqu'on répète ses propres paroles ou syllabes. Généralement, les personnes touchées par ce syndrome peuvent maîtriser leurs symptômes pendant quelques minutes ou quelques heures. Mais c'est aussi difficile que d'essayer de retenir un éternuement. De plus, suite à cette retenue, leur apparition pourrait être encore plus intense. Les tics peuvent varier en intensité au cours d'une journée ou d'une année. Il peut même y avoir des phases sans aucun tic. Des facteurs comme le sommeil, la fièvre, la relaxation et la concentration diminuent les symptômes. Toutefois, d'autres comme le stress, l'anxiété, l'ennui, la fatigue ainsi que l'excitation les augmentent. Un tic peut s'atténuer avec le temps et même être remplacé complètement par d'autres, que ce soit des tics moteurs ou sonores. Il existe des théories neurobiologiques et une théorie génétique pour expliquer les causes de ce syndrome. D'abord, une théorie neurobiologique avance qu'il peut s'agir d'un débalancement au niveau des neurotransmetteurs, une baisse de sérotonine ou une hausse de dopamine pour expliquer les symptômes liés au syndrome de Gilles de la Tourette. Ensuite, l'autre théorie neurobiologique suggère un dérèglement du lobe frontal qui pourrait nuire au comportement, à la planification et au contrôle de soi. Finalement, la théorie génétique propose l'hérédité comme cause possible de ce syndrome. En effet, un parent atteint aurait 50% de chances de transmettre le trouble à son enfant. On peut remarquer plusieurs pathologies associées chez les personnes présentant un syndrome de Gilles de la Tourette. Les troubles d'apprentissage, d'organisation et de planification, les troubles du sommeil, les obsessions et compulsions, les problèmes de comportement et l'automutilation peuvent être souvent observés. Ce sont les pédopsychiatres et les neurologues qui peuvent poser le diagnostic pour ce trouble. Afin de poser un diagnostic, le professionnel observe le patient et regarde son historique médical, en plus de lui faire passer des tests pour écarter d'autres troubles. Selon le DSM-5,
Pour avoir un diagnostic, on doit présenter les conditions suivantes, soit présenter au moins 2 tics moteurs et un tic sonore en même temps ou à différents moments. Les tics doivent être présents plusieurs fois au cours de la journée et se manifester presque tous les jours ou de façon intermittente pendant au moins un an. Ils doivent affecter le fonctionnement social, familial, scolaire et ou psychologique de l'enfant. Les tics doivent commencer avant l'âge de 18 ans et ils ne doivent pas être causés par des substances ou autres conditions telles qu'une infection ou un traumatisme crânien. Maintenant, écoutons une mère nous parler des répercussions de ce syndrome. Sabrine, elle n'a pas vraiment d'amis à l'école. Elle mange, premièrement, elle n'aime pas ça être en groupe, ça on me l'a déjà dit. Elle n'aime pas manger dans la cafétéria parce qu'il y a trop de monde, fait qu'elle mange sur un banc à l'entrée de la cafétéria. Et c'est sûr que fonctionne parfois toujours sous tension à savoir quand est-ce que Sabrine va sauter, entre guillemets. Qu'est-ce qui est de l'hygiène, etc., il faut souvent que je renforce ce point-là. Elle a certaines difficultés là, au niveau de l'autonomie. C'est ça encore, c'est-tu l'adolescence ou c'est vraiment le Gilles de la Tourette? Parfois, quand il voit Sabrine excessive, sacrée, agressive, c'est sûr que c'est inacceptable, qu'il ne faut pas que je laisse ça passer, mais je ne peux pas intervenir de la même façon qu'un enfant qui n'a pas de difficultés. Les approches pour traiter le syndrome de Gilles de la Tourette peuvent généralement se faire à 3 niveaux, soit en pharmacologie, par l'éducation ou par l'intervention comportementale. L'approche pharmacologique est recommandée lorsque les tics sont de modérés à sévères et dérangent les activités quotidiennes. La médication permet d'atténuer les symptômes, soit les tics eux-mêmes ou les problèmes concomitants des pathologies associées. On prescrit habituellement des antipsychotiques qui bloquent les récepteurs de la dopamine. Lorsque combiné avec un TDAH, le traitement de ce dernier prédomine sur le traitement pharmacologique des tics. La médication du TDAH n'empire pas les tics et peut même s'avérer bénéfique dans la réduction de ces derniers. Ensuite, par l'éducation, les ergothérapeutes peuvent aider les patients à comprendre la maladie, ce qui peut être suffisant pour certains afin qu'ils puissent gérer leurs symptômes. Pour réduire les facteurs de stress, une intervention peut être faite à l'école pour recommander des stratégies de gestion de l'environnement. L'ergothérapeute peut aussi faire une activité de sensibilisation avec l'enseignant et les camarades de classe afin d'empêcher les réprimandes injustifiées et les taquineries. Une thérapie utilisée est le ICIT ou Intervention comportementale globale pour les tics. C'est un traitement non médicamenteux comportant 3 éléments. D'abord, il faut apprendre aux patients à être conscients de ces tics et de la tension précédant les tics. Ensuite, il faut apprendre aux patients à adopter un comportement alternatif lorsqu'ils ressentent de la tension. Finalement, il faut apporter des changements à la vie quotidienne pour réduire les tics. L'ergothérapeute aide ainsi le patient à se familiariser avec les facteurs environnementaux aggravant ces tics. Par exemple, si le patient éprouve plus souvent l'envie de faire des tics lorsqu'il fait des devoirs, des stratégies de gestion de stress entourant ce moment seront établies comme une routine. Faire les devoirs avant le souper à la table, avec des pauses chaque 30 minutes, pourrait ainsi réduire les symptômes.